Cet épisode est le premier volet d'une série de podcasts intitulée Tendance 2023 et nous allons nous intéresser à plein de sujets avec comme focus principal le tonic, aussi appelé eau tonique. Dans cette partie 1, nous allons échanger en mode de brainstorming sur plusieurs thèmes, notamment doit-on étendre son portefeuille de sans-alcool vers des produits avec alcool et vice-versa, du tonic et des premium mixeurs à toutes les sauces, tonic fonctionnel, tonic acide, tonic houblonné, de la catégorie kombucha hydromel ou encore des boissons fonctionnelles, CBD, nootropiques, adaptogènes, energy drinks. Un programme chargé mais passionnant et tout cela accompagné de Meriadec Buschmüller, fondateur d'Izop. Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leurs projets de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, 2 solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Le tonic, ou tonic water, est une boisson gazeuse légèrement amère contenant de la quinine et du sucre ou des édulcorants. Cette boisson est née en Inde au XIXe siècle où la quinine était consommée par les Britanniques pour se prémunir contre la malaria. Aujourd'hui, l'eau tonique contient généralement une quantité plus faible de quinine et est utilisée comme mixeur dans les boissons alcoolisées, notamment avec le célèbre gin tonic. On peut dire que la popularité du gin a donc contribué à stimuler les ventes de tonic. Le marché mondial des premium mixeurs devrait d'ailleurs augmenter de 6,5% entre 2018-2023, selon Mordor Intelligence. En effet, la demande est particulièrement élevée en Europe et en Amérique du Nord. Entre Dr Pepper qui investit 50 millions de dollars dans le fabricant de bière sans alcool Athletic Brewing, Coca-Cola et Monster Energy Drink qui surfent sur le marché des hard seltzer, ou encore Brewdog qui étend son département spiritueux avec Brewdog Distilling Company, les frontières se floutent entre alcool et sans alcool au détriment des consommateurs. Salut Meriadec. Salut Ludovic. J'espère que tu vas bien. Est-ce que, avant toute chose, tu pourrais te présenter très succinctement à nos auditeurs, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Meriadec Buschmüller, je suis le fondateur d'Izop, qui est une marque de tonic et de ginger beer bio et française, qui a été fondée il y a 3 ans et demi. Parfait. Le pitch mortel. Tu t'arrêtes au bout d'une phrase, c'était parfait. D'habitude, on va dans le temps et puis après, je suis un peu en train d'éditer en post-prod, mais là, c'était nickel. Donc, Izop, c'est du tonic et du ginger beer. Alors, d'où vient le nom Izop? Izop, l'Izop, c'est une fleur amère, c'est une plante, on va dire, une plante qui fait à peu près 20-25 cm, qui pousse tout autour du pourtour de la Méditerranée. Et en fait, c'est une plante qui est assez amère, qu'on utilisait dans les premières recettes de nos toniques et qui aujourd'hui n'apparaissent plus dedans, parce qu'on a un peu remodulé, etc. Mais Okay. c'est de là que ça vient. Avec un truc qui est intéressant, c'est le côté amer de la plante qu'on retrouve dans le tonic, puisque c'est une boisson amère. Et puis c'est une plante française. Voilà. Ok. Donc, est-ce que c'est un peu le pendant de la quinine qu'on retrouve ancestralement dans le tonic? Non, pas Non. franchement, parce que là c'est vraiment plus, c'est un côté mentholé aussi. C'est beaucoup plus herbacé que la quinine. En revanche, nous on travaille aussi, mais ça on y reviendra peut-être. On revient sur l'amertume avec de la gentiane, qui est aussi un produit français. Donc nous on a et la quinine et la gentiane dans nos produits. Ok, parfait. Alors aujourd'hui, le podcast va être un petit peu différent d'habitude. Ce sera peut-être moins une interview sur ton background et le process de création et les différents produits Izop, parce que mon confrère l'a très bien fait il y a pas longtemps. Donc vous pouvez réécouter c'est l'épisode de Fine de podcast, FINE, où tu es interviewé dans son dernier épisode
Et puis c'est très intéressant et vous revenez longuement sur ton passé, sur la route des épices, le fait que tu as un parcours un petit peu hors norme et puis qu'après tu t'orientes sur la création d'une marque de boisson. Donc c'est vraiment intéressant et j'invite tout le monde à réécouter ce podcast pour te connaître un petit peu plus et puis pour faire de la pub à mon confrère. Et pour cet épisode, moi, je voulais plutôt m'orienter sur les tendances 2023. Là, on est fin 2022. C'est un petit peu comme Noël et comme Halloween. Souvent, tu sais, dans les magasins, 2 mois avant, il y a déjà des choses qui sortent pour favoriser l'acte Clairement. de vente. Là, c'est un petit peu pareil pour le podcast. On va plus s'attarder sur les tendances 2023, bien qu'on soit en novembre 2022. Et ça, je pense que ça peut être assez intéressant d'orienter ça côté catégorie tonique et mixeur, prémix, RTD, tout ça, tout ça. Trop bien. Et avant toute chose, on va passer au super quiz. Safran ou gingembre? Gingembre. Food ou drink? Food. Schweppes ou Fever Tree? Fever Tree. Amer ou acide? Amer. Clairement. Ginto ou Moscow Mule? Ginto. Quinquina, gentiane ou écorce d'orange? Écorce d'orange. Cocktail avec ou sans alcool? Clairement avec. RTD ou hard seltzer? RTD. Paris ou Inde? Ouais, Paris. Et pour finir, Sciences Po ou fondateur de marque? Fondateur de marque, de très loin. Parfait. Alors, on revient à nos tendances 2023. J'ai envie d'appeler ça comme ça parce qu'on va parler de ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une tendance du coup, à augmenter son portefeuille des produits sans alcool vers des produits avec alcool? Donc, toi, par exemple, est-ce qu'avec Aesop, tu pourrais réfléchir à la création d'un RTD, par exemple, totalement déjà mélangé pour ta clientèle? Ouais. Alors pour répondre juste directement à ta dernière question, c'est des choses qui m'ont traversé l'esprit. Faire un gin tonic en canette, par exemple, c'est des choses qui me traversent l'esprit. Sur le marché français, c'est difficile à déployer. Je me demande même si c'est pas légalement interdit. Ça, enfin là-dessus, c'est un peu à creuser. Ce que je vois, c'est que c'est plutôt les marques d'alcool, les groupes alcooliers qui vont acheter il y a beaucoup de fusions et d'acquisitions et qui vont acheter plutôt des produits sans alcool. Ça, c'est un truc que je vois. Et puis après, effectivement, le gros exemple, c'est Topo Chico et Coca, mais en fait, ouais, moi, je vois plutôt l'autre, dans le sens inverse, tu vois, typiquement Campari, qui relance à fond Crodino, par exemple. Ça me fait penser que le sous-jacent qui est hyper intéressant, tu me posais la question avec ou sans alcool, il y a quand même un sous-jacent no ou low alcool dans toutes les drink strats des gros groupes alcooliers. Donc moi je vois plutôt les groupes alcooliers aller sur du sans alcool que alors il y a deux contre-exemples avec Coca et avec Dr Pepper, mais en France c'est pas trop le cas. Je pense que du fait de la législation déjà, ce qui est sûr c'est que mais après, c'est des logiques distributives, mais c'est pas de toute façon les mêmes marchés, c'est même pas les mêmes distributions. Donc voilà, et je pense qu'en fait, les gros rapprochements qui se font en ce moment, c'est les rapprochements brasserie et ce que je vais appeler soda ou craft soda. Ça, c'est un vrai truc que je vois. Ouais, ok. Et donc, en termes de consommation, moi, tu vois, le tonic, il vient raviver un petit peu tous les alcools qui sont devenus désuets, j'ai l'impression. Donc il a cette notoriété pour booster, je sais pas, la Suze, le Calvados,
et plein d'autres boissons. À chaque fois qu'on veut recréer une boisson et la repositionner sur le marché, on va la mettre en cocktail avec du tonic. Donc, en fait, j'ai l'impression que euh, c'est la réponse à tous les entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Donc, c'est pour ça que je pense au RTD. Pour toi, tu penses que ça ferait pas sens en France, du coup, de te positionner sur l'alcool en étant un prémix qui est dans l'inconscient des gens basé sur une consommation de gin tonic? Ouais. En fait, il y a deux sujets dans ta question. La première, c'est qu'effectivement, moi, et c'est la raison de mon lancement une marque de premium mixeur et donc de tonic, c'est que les, les stratégies de consommation des produits sont toutes on va dire, allonger le produit, allonger. Tu parlais de Calvados, moi typiquement un Calvados tonic, je trouve ça énorme, ça révèle la pomme. Tu fais ça avec un tonic au sureau, c'est dingue. Donc ça m'étonne pas que toutes les micro-distilleries aillent là-dessus aussi, et toutes les vieilles marques aillent sur une consommation pour passer du côté alcool de papa à cocktail un peu tendance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur les RTD, en fait, en France, le côté mixologie et le côté RTD, il est pour moi pas du tout mature aujourd'hui. Et donc, comme tu es quand même très bien placé pour le savoir, c'est des sujets de marque, de puissance de marque. Aujourd'hui, si tu fais sous la même marque du tonic, sous la même marque du gin ou du gin and tonic, tu vas potentiellement perdre le conso, et ça, c'est hyper important dans une structuration de marque, d'être ultra focus. T'as une marque espagnole qui fait à la fois du tonic et à la fois du gin sous le même nom, qui s'appelle le Tribute. Eux ont réussi un truc de dingue, mais si tu veux, c'est une distillerie qui a 140 ans, je crois, à peu près, qui est installée, etc. Donc ils ont des assets que moi je n'ai pas. Donc ma réponse à ta question, c'est ouais, effectivement, je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que le marché français est suffisamment mature pour ça ? Pas sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui lancent des RTD en France le font plutôt sur des short drinks que sur du long drink. Ils vont faire du Negroni, ils vont faire du Manhattan, ils vont faire et qui sont en un sens des ready to drink aussi, mais pas en long drink, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être, je sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, et en même temps, je sais même pas si c'est une question à la base, donc non, vu que c'est plus une discussion, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que à chaque fois que moi je vais rechercher des guests ou des sujets de podcast, je m'inspire forcément de ce qui se fait chez les Anglo-Saxons, en Australie, au UK, en Amérique, et on n'est pas du tout. Le marché français est pas du tout comme ça, donc on a bien vu sur le boom des hard seltzer aux États-Unis qui n'a pas suivi, pas encore, ou qui ne suivra pas du tout. En France, là, c'est les RTD qui prennent le dessus. En tout cas, il y a toujours un petit temps de latence pour que le consommateur soit aguerri vis-à-vis de ça et le prenne en considération. Quelque chose d'autre dans le présent. Alors, je suis dans le présent peut-être aux États-Unis et au Canada, un peu moins en France. Le côté hard kombucha, hydromel un peu fermenté, comme Bulle de Ruche que tu dois connaître, ou les deux avec le Jun Kombucha, donc qui est un mix de SCOBY qui est spécifiquement conçu pour fermenter du thé vert et du miel, donc c'est quelque chose de plus premium dans le kombucha. Est-ce que tu penses que toi tu pourrais étendre ton portefeuille sur ce type de produit, ou encore une fois il y a de l'alcool donc non? Alors, en l'occurrence, moi, je suis un gros fan de kombucha, vraiment, mais de kombucha, on va dire, simple. Donc ça, typiquement, ça pourrait être intéressant. Encore une fois, moi, mon rôle, au-delà de connaître un marché, moi, je suis un entrepreneur, même si j'ai un palais un peu aiguisé et que je suis à l'affût des tendances. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le monde des boissons, en France, il est intraitable, quoi. Tu prends une carte des boissons sans alcool, les cartes des restaurants il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est les mêmes marques. Il y a personne qui a réussi un peu à sortir du lot. Ouais. Et ça il y a donc, et je fais une digression, mais ça c'est lié à la distribution
CHR, donc café hôtel resto, et la distribution GMS, et c'est tellement éclaté en France que c'est très compliqué. Tout ça pour répondre à une chose, c'est que créer une catégorie en France, c'est extrêmement compliqué. Et moi, typiquement, aujourd'hui, sur du tonic, c'est pas moi qui l'a créé, cette catégorie, elle existe avec Schweppes, évidemment, mais surtout sur les premiers mixeurs avec Fever-Tree qui ouvre la porte. Malgré ça, moi, je suis sur un marché à éduquer. Encore aujourd'hui, il faut éduquer le conso sur du premium mixer ou même sur de la ginger beer, parce que nous, on peut peut-être être un peu geek à connaître ce genre de choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai encore des potes qui me disent comment ça marche ta marque de Schweppes, quoi. On en est là, enfin, tu vois. Donc génial. Ok. Mais ça prouve bien, ça prouve pas mal de trucs. Donc pour répondre, il y a un côté un peu geek à faire de la kombucha et c'est intéressant, et les boissons en tant que telles sont cool. Encore une fois, quand je te dis que je suis un entrepreneur, c'est que je veux avoir une vision marché, et qu'est-ce qui fait que le hard seltzer fonctionne pas en France? Ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Gustativement, moi ça m'intéresse pas, mais ça veut pas dire que ça peut pas plaire à un certain conso. Mais en revanche, en France, c'est une catégorie tellement dure à créer que ça peut pas être un petit qui la créera, tu vois. Et en gros, tous les gars que je connais et que tu connais aussi dans le hard seltzer te disent nous on décollera quand Topo Chico aura vraiment décidé d'y aller fort. Et c'est intéressant. Créer de la concurrence. C'est pas le petit qui crée la catégorie. Exactement. Ouais. Ok, ouais, c'est vachement intéressant ça, et cette vision distrib que tu as, je pense que moi je l'ai pas parce que c'est pas mon métier, mais en tout cas tu dois voir des choses effectivement, c'est des vieux de la vieille au final, ça se renouvelle pas, et limite tu dois éduquer les distributeurs à de nouvelles boissons. Ce serait par là qu'on commencerait, ce serait par où? Ah bah je vais enlever le limite que tu dis, c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les faiseurs de tendance, sont évidemment les marques, et sont pas du tout les grossistes ou même les distributeurs qui eux sont un peu là au moment où ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que je te prends l'exemple d'une marque mais des marques aussi mondialement connues qu'Aperol ou Campari. Il y a 10 ans, quand Aperol, donc distribué en l'occurrence par Campari en France, va présenter ses produits chez les grossistes disent non mais ton truc sucré et amer et rose, orangé, etc., j'en veux pas, quoi. Et aujourd'hui les gars ils commandent par camion complet, et tout simplement parce que la marque a fait un job de fou, et ensuite le distributeur, alors là si mes grossistes m'entendent, ils vont me taper sur les doigts en disant que eux aussi savent lancer des tendances, mais c'est souvent les marques elles-mêmes qui éduquent à fond le conso, et le grossiste en un sens est un conso, quoi. Donc, et pour toi, Aesop, t'es plutôt calibré sur le CHR, B2B plus que B2C dans l'idée, parce que t'es quand même présent dans pas mal de cavistes, en tout cas proche de chez moi, t'es présent. Donc c'est un peu les deux. Moi aujourd'hui mon marché c'est 75% CHR, je dirais, en volume. En fait moi aujourd'hui mon but c'est d'être dans les réseaux de prescription, c'est-à-dire que c'est d'être dans les endroits où les gens suivent les tendances, cherchent des tendances et veulent faire les tendances. C'est vraiment les trendsetters, quoi. Et on construit une marque que comme ça, sur le marché français précisément. Tu vas au UK, c'est différent, tu vas en Allemagne, c'est différent, mais encore une fois, c'est très lié à la distribution. Tu vois, il y a pas très longtemps, j'étais au téléphone avec l'ancien DG de Schweppes en France, par connaissance, bref, et il m'a dit, et c'était hyper sympa et bienveillant, mais en même temps ça faisait vraiment vieux de la vieille, et moi le petit newbie, il me disait c'est courageux de se lancer dans un lancement d'une boisson sans alcool en France, avec un peu le côté bonne chance mec, quoi. Et pour tout ça pour dire que la distribution en France est très différente entre, tu vois, t'es en CHR, donc chez un restaurateur ou chez un caviste, tu peux pas être chez Carrefour, Monoprix et un autre. En Angleterre, en Allemagne, ils s'en foutent. En France, t'es obligé d'être sur les deux fronts en même temps, et c'est pour ça qu'il y a plein de marques d'ailleurs. C'est encore une digression. T'as plein de marques qui ont les mêmes jus entre le CHR et la GMS, mais en revanche, ils ont pas la même étiquette. Moi, je veux pas rentrer là-dedans parce que je trouve que c'est une façon de flouer un peu le conso, et puis on n'est pas en GMS. Mais donc voilà. Et donc pour répondre concrètement, aujourd'hui, on est plus en CHR parce que c'est aussi là qu'est la conso. Tu bois plus souvent des gin tonic en terrasse que chez toi. Ouais, c'est sûr. Moins vrai, mais...
Est-ce que tu as un exemple de boisson qui serait partie sur le B2C, donc directement consommateur, client particulier, quoi, et qui aurait gagné une popularité telle que les distributeurs s'en emparent et veulent en mettre de partout? Bah, moi, je sens le début d'un truc comme ça pour JNPR, qui est un sans alcool. Ouais. Elle, Valérie, que je connais bien et qui est une amie, elle a commencé quasiment uniquement en B2C sur le web et maintenant elle s'attaque plutôt au B2C, etc. Est-ce que j'ai des exemples de choses qui sont, on va dire, très connues? En fait, c'est dur d'être bon en B2C. Enfin, c'est beaucoup plus facile de l'être maintenant via Internet, ce qui était moins le cas il y a quelques années. Donc là, comme ça, tout de suite, j'ai du mal à trouver un bon exemple. Ouais, peut-être que le marché est un peu trop jeune encore. Et effectivement, JNPR, elle soigne très bien son branding globalement et les produits, bah, j'en ai 2 chez moi, je les ai goûtés et j'ai un peu halluciné, pour être honnête, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Après, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être la chance avec des boissons, sans alcool, en termes de publicité ou de marketing, de pas passer sous le coup de la loi E20. Alors je sais pas Clairement. vraiment pour les toniques parce qu'il y a peut-être d'autres réglementations, mais ouais, pour tout ce qui est soda, en l'occurrence, tu peux faire des reels sur TikTok et être partagé par des mineurs, au final, c'est pas grave, hein, il y a pas d'alcool dedans. Donc là-dessus, il y a vraiment une niche et une potentielle clientèle, de fou, en fait. Ouais, clairement. Et ça, c'est un énorme avantage. Et il y a une marque un peu, donc pareil, c'est encore jeune, mais qui a un espèce de carton plein, c'est Jimber. Je sais pas si ça te parle. Ça me Jimber, parle pas, c'est non? hollandais. Bon, bah, tu regarderas et maintenant tu verras ça partout. OK. Euh, En gros, c'est du condensé de gingembre que tu viens toper au Perrier, au soda water, voilà. Et c'est très 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 présent euh, dans les épiceries, chez les cavistes, etc. et dans toutes les zones de prescription. Et ça a commencé uniquement en B2C sur Internet. OK. Et en D2C même. Et non, ça c'est un carton plein, mais genre c'est un énorme carton. C'est-à-dire que les gars, ils ont à peu près notre âge, on a dû lancer en même temps qu'Isop. Et c'est déjà présent dans toute l'Europe, quoi. C'est des monstres, OK. vraiment. Moi, ça me fait penser Et d'ailleurs, au sirop pour la SodaStream, c'est un peu le même principe au final? ouais, alors c'est peut-être un peu le même principe, sauf que là c'est ultra premiumisé, avec un peu des codes spiritueux, tu vois. Ouais, je vois bien. Et moi perso, je trouve ça très cher, mais c'est cool. Moi mais oui, c'est un peu le côté sirop. Après du Et concentré, au final, d'ailleurs, ça peut être plus cher, mais vu que c'est très concentré, tu en mets moins, donc tu gardes plus longtemps le produit au final. ouais, exact. Et d'ailleurs, c'est pas un de nos déploiements, nous, imaginés, parce que, bon, pareil, comme je te disais, il faut être focus, mais je pense que le sirop a un bon avenir, voilà, typiquement, avec toutes les démarches RSE du moment, tu vois. Ouais. Alors que tu reviens à des trucs hyper simples, en fait. Le sirop, si tu veux, c'est un truc vieux comme le monde, et Ah ça bah, c'est revient, clair. quoi. C'est intéressant. Après, ce sera plus les sirops Tesser avec le sucre abusé et tout ça, quoi. Mais et ouais, ça redéfinit un peu tous les métiers et toutes les boissons qu'on a toujours connues dans notre vie, mais avec moins de sucre, plus local, plus craft. C'est ouais, globalement, c'est un peu ça. Et est-ce que toi, tu verrais un tonic acide ou du sour tonic? Est-ce que ça existe? Est-ce que tu verrais ça en tendance? Alors, j'ai pas forcément un tonic, parce que justement, dans le tonic, on s'attend quand même pas mal à de l'amertume. Le tonic en lui-même est un produit amer, mais j'ai décelé un peu une tendance très anglo-saxonne, c'est le sour cola. Si tu veux, je l'ai décelé. C'est c'est pas une espèce de grosse lame de fond, mais oui, c'est des sujets qui sont que je regarde. Après, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que ça répond, tu vois, typiquement, est-ce que ça répond à un vrai besoin, marché et une envie des palais. Tu vois, les palais aux US et en France, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais. Et typiquement, en France, le soda water est inexistant. Tu vas au UK aux US, ils sont
c'est des parts de marché hyper importantes et c'est même considéré dans la catégorie premium mixeur d'ailleurs. Mais donc l'acidité, tu vois, ça me fait penser à l'époque, je suis un énorme fan de Top Chef et les gars ils te disaient tout le temps un bon plat c'est un bon mix entre l'amertume, un bon dessert c'est entre l'amertume, le sucre et l'acidité. Et moi je décris souvent mes produits comme ça. Moi, je dis souvent que un bon tonic c'est un peu une bonne balance des trois et donc voilà, tout le monde fait un peu un haro sur le sucre aujourd'hui, mais mine de rien c'est aussi ça qui donne de la structure. Et si t'en enlèves trop, au bout d'un moment ça donne un truc flotteux et du coup ça déséquilibre. Et donc je trouve que c'est ce bon équilibre qui fait que ça fonctionne. Et c'est marrant que tu mentionnes Top Chef parce qu'il y a Drink Master qui vient de sortir sur Netflix où c'est la même chose mais pour les mixologues et les barman. Peut-être que c'est ce genre de programme aussi qui peuvent démocratiser des nouvelles tendances, des nouveaux goûts ou de la curiosité tout simplement. Après, pour en venir au sour tonic ou peut-être au sour cola, comme tu le dis, c'est super intéressant. Et je me dis, tu vois, l'IPA en France, elle est là depuis 10 ans, mais elle est depuis 96 aux États-Unis. Et pourtant, elle est arrivée en masse et énormément de gens kiffent ça. Et maintenant, il n'y a que de la moderne IPA de partout. Hazy, Naipa, enfin, on voit ça un petit peu de plus en plus dans les rayons, pas forcément les rayons geeks, même les rayons de GMS. Et le côté sour, les bières acides, c'est pareil. C'est peut-être plus côté féminin en termes de clientèle pour tout ce qui est bière acide, et encore, peut-être pas, mais c'est pour ça que je me dis qu'au final, on peut envisager des choses comme ça où on est plus sur la mer, où on est plus sur l'acide. Tu vois, les bières houblonnées sont peut-être soit elles sont très houblonnées, soit maintenant elles sont acides. Donc en termes de tendance, il peut potentiellement y avoir quelque chose là-dedans. Et ça, tu vois, ça pour le coup, c'est un truc que moi j'ai décelé il y a 3 ans, et donc je suis pas du tout, j'étais complètement à la bourre par rapport aux tendances que de ce que tu pouvais voir en Angleterre ou en Amérique du Nord. Ouais. Mais en gros, ce qui fait le succès du tonic et ce qui fait le succès des marques comme Campari ou même Picon, Campari qui a racheté Picon, c'est que l'amertume devient un truc trendy parce que premium et donc parce que l'amertume n'était pas forcément appréciée, ça faisait comme si tu avais un palais aiguisé que d'apprécier l'amertume. Donc tu vois, aujourd'hui les Negroni et les Americanos, t'as plus un bar qui ne les propose pas, si tu veux, alors que même il y a 2 ans et demi, d'avoir un Americano avec un vermouth un peu quali, ça n'existait pas, quoi. Et donc en fait, ce dont je me suis rendu compte, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté trendsetter, c'est que la mode elle est au premium et le premium est à la mer. Je sais pas si tu vois un peu, donc c'est pour ça qu'il y a plein de, tu vois, ça c'est typiquement un business dans lequel j'aurais pu me lancer, c'est lancer une marque de vermouth typiquement, tu vois. Moi je suis un gros fan de vermouth parce que j'y vois vraiment un futur déploiement en mixo important, et aujourd'hui c'est ultra trusté par 5 marques et c'est terminé, quoi. Il y a rien de plus. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et pour en revenir aussi sur le côté vermouth ou cocktail ou choses comme ça, il y a aussi la margarita qui est le cocktail le plus populaire du monde et pourtant qui est très salé au final. Il a une pointe d'amertume et plus de sel. Donc là, on n'est pas dans l'acide, pas dans la mer, on est dans le salé, c'est encore autre chose. Donc je ne sais pas si on peut jouer dans un portefeuille de tonic sur tous ces aspects-là. Peut-être que enfin, je pense que ça doit même déjà exister, mais avoir des petites notes, soit salées, soit acides, soit amères, soit sucrées. Enfin, sucrées, il y en a déjà au final. Ouais, et puis tu vois, je pense, moi, un truc que j'adore, c'est le mezcal mule, par exemple, avec ce côté fumé de la gave, là, moi, ça, je trouve ça vraiment génial. En fait, il y a plusieurs choses derrière ce que tu dis, c'est que le but du tonic, il est, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec Isop, c'est pas forcément de révéler le spiritueux, parce que ça voudrait dire que
on est toujours en retrait et l'idée elle est juste de trouver le bon match quoi. C'est-à-dire que moi j'ai des toniques qui vont pas du tout avec certains jeans et tu vois ça me fait chier mais c'est le cas quoi. Parfois ça matche pas. Ok. Mais ce qui est important c'est qu'il y a deux choses derrière ça, c'est que d'une part nous on est quand même très axé mixologie et le mixologue, c'est son job de justement trouver la balance et les ingrédients. Donc il aime pas forcément qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Donc il aime pas limite qu'on crée quelque chose de trop exubérant ou trop marqué, puisque c'est à lui et donc tu vois Drink Master c'est ça derrière aussi, c'est de trouver la bonne balance, le bon équilibre, etc. Et donc d'ailleurs si tu fais attention à notre gamme chez Aesop, c'est pas pour revenir là-dessus, mais nous on essaye de dire on fait des choses assez brutes, c'est-à-dire qu'on a un tonic classique, on a un truc concombre, citron, fleur de sureau. On n'est pas hibiscus et bois de hêtre, et on n'est pas allé sur des trucs hyper exubérants ou hyper techniques, parce qu'on se dit, en fait, mine de rien, dans nos recettes, tu as déjà 4 ingrédients, enfin 4 aromatiques différentes, et c'est déjà beaucoup, si tu veux, pour faire que ça soit... Et en plus, tu vas ajouter potentiellement un gin qui, lui, a 8 aromatiques, si tu veux. Donc là, t'arrives dans... Quand c'est pas 127 Ouais, c'est ça. Mais c'est pas de créer des bonbons, tu vois. L'idée, c'est de faire des choses quand même droites. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai pas forcément vocation à étendre la gamme à 25 rêves, quoi. De trucs. Alors c'est intéressant. Tu fais une édition limitée. Tu vois, typiquement, j'aimerais bien lancer un truc un peu pomelo l'été prochain. Enfin, c'est pas j'aimerais, c'est que je vais le faire. Et c'est intéressant de le faire de temps en temps, mais d'ailleurs, tu trouves pas forcément ton marché. Et les gens sont contents de t'avoir dans une... Bah, c'est ce que font hyper bien les brasseries, d'ailleurs. Ils font pendant des périodes assez courtes, ils font des éphémères. Des batchs, quoi, des éphémères. Et je pense que ça, pour le coup, ça a vocation à exister aussi dans la mixo et donc dans le tonic, tu vois. Ça, c'est vachement intéressant, le côté éphémère dans le tonic. Et là, tu parlais aussi, tu t'es pas mis dans des recettes trop folles. Au final, tu viendrais concurrencer directement les marques de kombucha, au final, parce que c'est typiquement le créneau de faire des recettes très, très bonnes et qui donnent envie, mais du coup, qui se mixent pas. Mais bon, après, est-ce que le but d'un tonic premium, c'est forcément d'être mixé? Et là, c'est peut-être une autre question. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à connaître la part de gens qui consomment ton produit sans le mixer dans un spiritueux, juste pur en soda? J'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est de l'ordre de 3-4%, 3-5%. Okay. Et en fait, aujourd'hui, c'est mon souhait, justement, d'avoir une drink strat mixologie. Okay. Parce que si je commence à partir sur de la conso, déjà, nous, c'est du 20 centilitres, donc en rapport poids-prix, on est, je pense, pas hyper intéressant par rapport à tous les sodas. Oui, ouais, et puis après, je vais aller battre avec les thés glacés, les citronnades, les machins, et avec des produits potentiellement moins sucrés, éminemment moins chers, et puis tu vas te battre avec de la MDD, etc. Moi, je veux tirer le côté premium mixeur, donc vraiment, en fait, dans premium mixeur, ça dit tout, quoi. C'est dit, et à la fois premium et mixeur, donc c'est mixologie haut de gamme, quoi. Et moi, c'est vraiment la catégorie dans laquelle je veux aller, parce que il y a un marché français à conquérir qui est énorme, qui est pas du tout mature, même si, encore une fois, les geeks connaissent un peu. On est très très loin du résultat, et il y a toujours un champion national qui émerge. Et j'aimerais bien que ça soit nous, quoi. Ok. Bon, en tout cas, ouais, c'est super intéressant. Là, on va parler plus du futur, et encore une fois, peut-être des tendances un peu plus loin. Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2023 plus. Et toi, ce que tu pourrais voir émerger. Je repars d'un fait qui vient de Beverage Daily, qui est un blog assez cool, où il y a plein de news, et il parlait de la British Soft Drink Association, donc BSDA, qui a soumis des preuves à l'Union européenne en mai 2014 qui montraient que le tonic water a porté ce nom dans tous les pays de l'Union européenne depuis plusieurs décennies, ce qui étaye le dossier pour que l'eau tonique soit reconnue comme un descripteur générique. Alors, les descripteurs génériques sont utilisés pour les aliments et les boissons qui pourraient impliquer un effet sur la santé.
mais qui ne sont pas interprétés de cette manière par les consommateurs et sont donc exemptés de la réglementation sur les allégations de santé. Est-ce que toi, tu as fait un travail à ce niveau-là pour ISOP? Est-ce que tu as des infos supplémentaires sur le sujet? Parce qu'effectivement, au tonique, il peut y avoir un côté santé, mais qui ne l'est pas, euh, potentiellement associé aux spiritueux aussi. Oh, bon, je vais être tout à fait honnête, non, j'ai pas fait ce travail-là, même sur parce que aujourd'hui, à la fois sur le tonic water et sur la ginger beer, il y a pas de réglementation. Tu vois, ginger beer, tu parles de bière juste Ouais. parce qu'il y a un côté, il y a un brassin. Pour autant, il n'y a pas d'alcool et donc ça prête à confusion. Et en fait, aujourd'hui, en France et même d'un point de vue européen, il n'y a pas de législation là-dessus. Et tu vois, un tonic water, aujourd'hui, tu peux t'appeler tonic alors même que t'as pas de quinquina, alors que la recette de base, c'est comme tu peux t'appeler vin, alors même que tu peux t'appeler vin sans alcool, alors que à la base le vin c'est le fruit du raisin, quoi. Mais donc pour répondre pour répondre à ta question, non, là-dessus, moi j'ai pas poussé le truc à ce point-là. Mais je vois, et ça me fait penser à une chose qui est hyper drôle, et je pense que tu t'attends pas à ce que je te dise ça, mais la page la plus vue de mon site internet, c'est une page de blog qui s'appelle Les bienfaits de la quinine. Et parce que à l'époque du Covid, il y en a qui disaient qu'on pouvait soigner le Covid avec du Schweppes, puisque le Schweppes c'est la quinine qui rentre dans le cadre du traitement de la malaria. Ouais. Et donc le Covid et la malaria pouvaient être un petit peu communs dans les souches, etc. Bref. Et donc c'est aujourd'hui la page la plus vue devant votre savoir-faire, l'équipe, le manifesto ou quoi que ce soit, c'est les bienfaits de la quinine sur mon corps, parce qu'on avait écrit un truc là-dessus. Ça c'est un petit hack de SEO pour remonter. Normal. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est le côté tonique qui effectivement fait un peu tonifiant, positif, etc. Peut potentiellement être induire en erreur, parce que effectivement il y a quand même du sucre, c'est consommé avec de l'alcool, etc. Je me suis pas trop posé cette question, et j'avoue que ma clientèle me le pose pas, donc voilà. Ok. Bah, du coup, j'introduisais ça comme ça, et toi, tu l'as très bien redit avec ton blog, ton article de blog, parce que je me posais la question du tonique fonctionnel, ou limite du tonique pour sportif, parce que les boissons fonctionnelles, on sait, c'est un gros boom, donc toujours pareil, un grand boom aux États-Unis, au UK, Australie, et du coup, bah, ces boissons fonctionnelles, elles peuvent être à base de CBD. Donc maintenant, tout le monde sait ce que c'est le CBD. Et puis on a Bag à Boissons, par exemple, que j'ai déjà interviewé, qui font ça. Maintenant, on parle de nootropiques aussi. Alors les nootropiques, c'est des substances stimulantes qui permettent une augmentation de certaines capacités cognitives. Donc amélioration des performances, de la concentration, de la mémoire, de la productivité, etc. Donc un genre de coke légal et bien pour la santé. Et on parle aussi d'adaptogène, donc c'est une substance naturelle qui agit sur le corps en s'adaptant à ses besoins et en augmentant sa résistance au stress, par exemple. Donc tout ce qui est nootropique, adaptogène, donc au final un peu des compléments alimentaires. Généralement, quand on va à La Vie Claire ou à Biocop, c'est dans le rayon compléments alimentaires, et puis on chope un petit shot le matin ou ce genre de choses. Là, ça commence à s'infuser, à se diffuser dans les boissons RTD, ou même dans les sodas water. Est-ce que toi, tu penses que ce genre de choses pourrait du coup pourrait déjà venir sur le marché français et avoir un côté... en gros, est-ce qu'elle servirait à quelque chose par rapport à un Perrier aromatisé, tu vois Ouais, moi, je crois vraiment que pour le coup, il y a énormément de gens qui sont à la recherche de ce type de produit. Mais sans forcément les connaître aujourd'hui, ils recherchent ce genre de potentiel bienfait, tu vois. Quand je pense à la kombucha ou au kéfir, les gens qui vont chercher ça, c'est à la fois pour les probiotiques, c'est le côté digeste, etc. Donc c'est aussi pour se faire du bien, en un sens. Les no dont tu parlais, moi, j'avoue que je ne connaissais pas, pour être franc. Après, toutes les boissons fonctionnelles,
je suis absolument convaincu que ça ne va ne faire que boomer. Tu vois, moi, si tu prends le parallèle avec, moi, je pensais que les energy drinks, ça se pétait la gueule, et en fait, ça ne fait qu'exploser. C'est en constante croissance, ce truc. Et donc, dans energy drink, il y a énergie, et je pense que c'est ce que les gens viennent chercher, c'est ça. Alors que pour le coup, si tu vois la compensation sucre qu'il y a là-dedans, c'est pour le coup, là, tu viens, les bienfaits, ils sont pas forcément là, quoi, tu vois. Mais donc, pour autant, les gens sont peut-être un peu biaisés dans leur lecture du produit, mais ouais, moi je crois clairement que les boissons fonctionnelles, ça va arriver, clairement. Et pour Pour Aesop, non? moi, c'est beaucoup plus mass market, quoi. Ouais. À une époque, je m'étais posé la question du tonic au CBD, tu vois. Je trouve que ça peut faire un peu le buzz 2 secondes, mais est-ce que c'est ce qu'on vient chercher chez un tonic, dans un tonic? Je pense pas. Ok, ouais, c'est intéressant, c'est ce que tu dis. Et en fait, tu vois, c'est toujours les instants de conso. En fait, c'est l'usage de ton produit qui influe pour beaucoup. Moi, et ça revient à ta question initiale, c'est combien de pourcents de personnes l'utilisent sans alcool? Bah, en fait, c'est que dalle. Moi, aujourd'hui, ma consommation, elle est liée à l'alcool, et du coup, on se fait plaisir. Et d'ailleurs, nous, tu vois, on doit tourner à 7 grammes de sucre. Ok. Et c'est pas rien, 7 grammes, mine de rien. Tu vois, je suis hyper transparent, et on est dans la moyenne basse du marché, mais les gens qui viennent se chercher un ginto, ils savent qu'ils viennent prendre de l'alcool et qu'il y aura un peu de sucre, si tu veux. C'est marrant, et moi je fais le parallèle pour revenir à la food. Les gens achètent du bio et du sain pour eux à la maison en GMS, et consomment de moins en moins de viande, et en revanche, t'as jamais eu autant de restos où c'est la grosse barbaque, c'est hyper cheesy, c'est machin. Donc en fait, en fonction des instants de conso, tu recherches pas les mêmes choses. Tu vois. Et donc moi, mon tonic, les gens, ils viennent pas chercher quelque chose d'énergisant ou de bien frais, etc. Et moi, tu vois, j'aurais tendance à me dire, qu'est-ce que cherchent les gens qui viennent sur la page la plus consultée de mon site, et me dire, mais s'ils lisent tout un pavé et qu'en dessous, il y a un bouton pour cliquer, pour acheter une boisson au final fonctionnelle, pour le coup, qui ont un rapport avec ce qu'ils sont en train de lire, ça fait peut-être direct sens. Mais après, encore une fois, on en est à la stratégie de marque, à l'architecture de marque. Est-ce qu'il faut que Aesop soit présent? Est-ce que ça soit juste un sponsor d'une nouvelle marque? Et après, ça pose plein de questions, dont je fais un workshop d'ailleurs là-dessus. Mais ça pose plein de questions sur tout ça, sur au final comment tu développes ta marque, ta stratégie, et est-ce que tu deviens une house of brands, ou est-ce que tu restes focus jusqu'à ce que ça marche, et ça peut durer longtemps. De toute façon, c'est du long game, hein, on le sait tous. On est là pour durer, et les tendances, elles se créent sur 5-10 ans. Et j'avais une autre tentative de trend à voir, c'est que je voyais qu'il y avait aussi la hop water, donc l'eau houblonnée, qui commence à arriver chez pas mal de brasseurs. Tu disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir peut-être une concurrence, ou en tout cas des produits à cheval avec le craft soda, etc., chez les brasseurs. Est-ce que du tonic houblonné aurait du sens, selon toi? C'est une trop bonne question, parce que là, la réponse est clairement oui. Parce que je suis honnête, je suis pas un hyper expert du monde brassicole, et je connais pas très bien les variétés de houblon, etc., même si je suis assez fan de bière. T'as plein de types d'amertume via ton houblon, tu vois. Et clairement, ça, pour le coup, moi, je me suis vraiment posé la question. Ça peut faire l'objet d'une collab, ça peut faire l'objet d'un brassin éphémère, etc. Est-ce que ça doit rentrer? Encore une fois, c'est une catégorie à créer, donc moi je réfléchis un peu sur mon focus là-dessus. Ouais. Je pense que gustativement, je pense que ça peut être très cool, vraiment, tu vois, l'amertume du houblon, ça peut être vraiment cool. Moi j'y vois
Ouais, j'y vois une tendance dans le sens où ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'amertume, tu vois, et qui est pour moi un truc de fond. Et je fais souvent ce comparatif avec le vin. T'as jamais eu autant de vins blancs secs qui ont été consommés par rapport. Il y a plus de moelleux, plus personne boit de moelleux, tu vois, plus personne ne boit des demi-secs. Et en fait, le goût va vers ça. Donc, les Upwater, j'y crois, mais c'est pas moi qui porterai la catégorie. Ouais, toujours la même chose. Hein. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de penser à ce niveau-là. Et puis même des fois, tu vois, c'est les grosses entreprises qui attendent que les petits qui font de la R&D se lancent avec quelque chose, et puis hop, ils arrivent sur leur gros chevaux une fois que c'est fait, et puis c'est facile pour eux, quoi. Ils ont juste à allonger la thune et limite à racheter deux, trois choses, et c'est ce qui se fait, je pense, avec là, Dr Pepper, parce qu'il y a une R&D de fou derrière Atlantic Brewing, et ils ont énormément de process pour faire leur bière sans alcool, donc du coup, bon bah voilà, ils ont mis un petit billet. Ouais, et puis, mais c'est ce que fait Coca. Hein. Oui. Coca, en rachetant Three Cents, là, il y a peu de temps, je sais pas si t'as aussi, j'imagine, pas suivi ça, mais ils ont racheté une marque alors anglaise qui se dit grec. Il y a un peu, bref, ils ont racheté ça 45 millions, je crois, 45 millions. Ils avaient racheté Royal Bliss, une marque espagnole, il y a quelques années. Ils avaient racheté Finlay. D'ailleurs, aucun des deux, Finlay et Royal Bliss, n'avait été des succès, mais alors que tu as la puissance de frappe de Coca derrière, donc tu te dis, punaise, tu dois réussir. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, 50 millions pour eux, c'est peanuts. Ouais. Ils peuvent se permettre que ça ne fonctionne pas. Mais oui, je rejoins ton sujet. Mais de toute façon, c'est un peu, enfin, personne t'attend. Tu vois ce que je veux dire, c'est que personne n'attend que. Moi, pour le coup, je suis étonné qu'en France, il n'y ait pas un seul gros player qui se soit lancé sur le tonic. Ça, je comprends pas. Il n'y a pas une seule marque qui. Tu vois, un Perrier, ils auraient pu se lancer sur un spin-off. Et je suis étonné de ça. Moi, ça me va bien parce que j'ai pas besoin de plus de concurrence, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah attends, hein, ça va venir. T'inquiète. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, si Schweppes ou Fever Tree voulaient te racheter ou investir dans ton produit, tu dirais quoi ? Bah, honnêtement, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que Schweppes et Fever Tree sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin de racheter une petite marque. En revanche, oui, effectivement, un Perrier pourrait être intéressé de regarder une marque comme la nôtre. Ouais. Je pense, enfin, c'est pas un clin d'œil, mais ou les marques de bière potentiellement seraient intéressées. Mais ouais, non, je pense que, enfin, d'un point de vue business, je pense que Fever Tree, ils n'ont pas besoin de rentrer une boîte qui fait, qui a 3 ans et qui est ridicule par rapport à eux. Je comprendrais pas ça. En revanche, une marque de bière, tu vois, t'as un groupe danois qui rachète à tour de bras là, des marques qui viennent de racheter, enfin, ils ont racheté il y a quelques temps Lorina, en l'occurrence, c'est une marque de limonade. Là. J'ai oublié le nom. Bref, c'est un consortium de marques. Et je sais que AB InBev, Heineken, etc., ils regardent ça. Heineken a racheté une partie de Double Dutch, qui est un de mes concurrents en Hollande aussi. Donc c'est plutôt eux ou alors les groupes alcooliers. Quoi. Ouais, plutôt les alcooliers, ok. Ouais, je pense qu'il y a un Pernod Ricard, un Campari qui a des gros sujets d'acquisition, ils sont plutôt à regarder des marques comme nous. Ouais. Ok. Et ouais, pour en revenir sur le fait que... Enfin, moi, j'ai goûté ton produit, j'ai trouvé vraiment très bon, et je vois le côté premium qu'il y a derrière. Et justement, parce que j'ai trouvé assez herbacé, épicé, et pour moi, limite, ça se suffisait, et ça aurait pu être un spiritueux sans alcool à la GNPR, lui tout seul, en fait, tellement il était subtil hein, dans les goûts. Jamais tu t'es posé cette question-là ? Alors, je vais un peu moduler ma réponse d'avant, quand je disais 3-4%. La ginger beer, elle est quand même pas mal consommée seule. Je le sais, parce qu'elle est parfois à la carte, indépendamment d'un cocktail ou quoi que ce soit. Évidemment qu'on peut consommer seul le produit, et que moi ça me va bien, et qu'on a essayé de faire une balance suffisamment subtile pour que les gens puissent l'apprécier tel quel. Et d'ailleurs, je sais pas ce que tu as bu, mais nous, en juillet, on a réduit notre taux de sucre, justement, et je trouve c'est beaucoup mieux structuré maintenant qu'avant. Ok. Ouais, c'était le mois dernier, donc... C'est plus équilibré. Ok.
qu'est-ce que je voulais dire Oui, non, je me suis pas posé la question de pousser une consommation des produits seuls comme ça parce qu'en fait, je vois tellement un boulevard sur le premium mixer que je veux être focus. Ouais. J'ai tellement d'exemples de gars qui ont des focus et que c'est ça qui les a mis dedans que je me fais violence pour pas défocus, quoi. Ouais, j'avoue que tu as une bonne stratégie à ce niveau-là. Enfin, rester sur des objectifs smart, comme j'aime les appeler, avec des. T'en démords pas, quoi. Et t'en as peut-être un, voire trois par an. Et puis, en fait, dès que tu commences à dérailler, hop, non, tu te ressentes, tu te dis non, il faut que j'atteigne cet objectif coûte que coûte. Et c'est pas le moment de partir en couille. Donc bon. Et pour revenir sur tes toniques, donc où est-ce qu'on peut les trouver globalement pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient commander ou goûter? En fait, on est dans. Alors, le plus simple pour trouver, c'est que sur notre site, on a un lien qui s'appelle Où nous trouver. Donc là, il y a toutes les caves qui sont référencées. Ok, donc isop.co, c'est ça? Exactement, isop.co. Donc là-dessus, évidemment, on peut acheter nos produits sur notre site internet. Et puis après, on a quand même 2 gros réseaux de caves. On est à Paris et à Lyon chez les caves Nisa, NYSA. Et on est à la centrale de VNB, donc, qui est quand même assez connu. On est malheureusement aujourd'hui pas sur l'ensemble, on doit être à peu près chez 70% des VNB. Et puis après, il y a plein de cavistes indépendants, et nous, on est plutôt à pousser les cavistes indépendants, puisque eux, ils font quand même un gros travail de prescription, de sélection, etc. Et donc là, il y a tout sur la map sur notre site. Je m'appelle Meriadec Buchmuller, et vous écoutez Super Potion. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao!